Si vous ne connaissez pas Annecy, c'est une petite ville qui est en Haute-Savoie, plutôt reconnue pour son lac, sa vieille ville, mais à la mi-juin vole la vedette un certain festival, le Festival international des films d'animation. Hop, 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 mon petit bonhomme. C'est le Festival international du film d'animation, pas des films. Au programme de ces festivités, il y a pas mal de choses. Des films en avant-première, des masterclass, sessions work in progress, en plus de certains échanges qu'on peut faire sur place. Ah oui, et aussi, il y a beaucoup d'avions en papier et des lapins. Bon, pour moi, c'est la 3e fois que je participe au festival. Ma première fois était en 2019. Ça fait toujours un certain plaisir d'y retourner. C'est assez apaisant. Je vois un peu ça comme des vacances. Alors, je commence à avoir mes bons réflexes, mes bonnes habitudes. J'ai une superbe adresse en plus où me loger à la cool. Ça fait du bien. Bon bah voilà, on y est, hein. On est enfin arrivé à Annecy. L'autre grand point stratégique, en dehors de l'hébergement, c'est le bon lieu. C'est un endroit où se retrouvent la plupart des gros événements de la ville d'Annecy en général. Et pendant le festival d'Annecy, du coup, le bon lieu est à l'image du thème de l'année qui est le Mexique. Car oui, chaque année, le CTIA décide en fait de choisir un pays à mettre en avant et sa culture pour aussi après d'ailleurs proposer des séances liées à celui-là. Et là, il y avait les guirlandes colorées, etc. Donc, toujours assez festif Annecy et ça fait plaisir. Pour ouvrir le bal, il y a une cérémonie d'inauguration qui se passe au bon lieu. Aussi, souvent, est diffusé un long métrage qui fait partie de la sélection des films qui sont en compétition au festival. Et cette année, c'était Sirocco et le Royaume des courants d'air. Un film que j'aurais adoré regarder. On va aller chercher l'invitation avant que ce soit trop tard, parce que là, il nous reste quand même 30 minutes. J'ai pas pu y aller parce que j'ai pas pu récupérer mon accréditation à temps. Je vous ai dit, le Airbnb, il était vraiment bien, donc on s'est un peu trop reposé là-bas. Mais néanmoins, c'est pas grave, ça permet aussi de faire le plein d'énergie et de profiter un max. Le Annecy commence dès le lendemain avec pas mal de films à voir. Bon, on se rend vers Annecy, je vais prendre le bus, je vais peut-être passer vite fait à la boulangerie, prendre un petit truc, un petit croissant. J'ai bien fait de prendre mes lunettes de soleil parce que là ça commence à taper. C'est plutôt cool, il fait plutôt beau. Et là, je filme avec la caméra arrière de l'iPhone alors que je pourrais filmer avec la caméra avant, mais je me dis, on est de retour en 2012 quoi, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est le bon lieu. Le lieu, il est bon. Il est pas mal, il est savoureux. C'est le bon lieu. Miam. A commencer par Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Pour les connaisseurs, vous aurez bien reconnu qu'on parle des Tortues Ninja, qui encore est sur un nouveau reboot. On passe sur de la 3D stylisée, un peu 2.0, New Generation, comme ils aiment bien le dire, courant post-Spider-Verse, si on veut vraiment être précis. Paramount et Nickelodeon s'est dit, ok, on va jouer gros, on va aller chercher pas mal de belles têtes de l'animation actuelle, dont un certain Jeff Rowe. Jeff Rowe qui nous avait, il y a quelques années de ça, présenté co-réalisation qui était les Mitchell vs. The Machines, les studios Sony Pictures Animation, qui aussi est connu pour tout son travail sur Gravity Falls, et il écrit pas mal de trucs. Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia, c'est assez intéressant. Donc 1h40 d'action et d'aventure rigolote, sachant que le film est en work in progress, donc il n'était pas tout à fait terminé. D'ailleurs moi je m'attendais pas à ce qu'on voit le film en entier, ça sera pour début août, c'est pour le 9 août si je dis pas de bêtises en France. On a vu le film à la mi-juin, sachant qu'il n'a pas été diffusé ailleurs en fait, et c'était une petite dinguerie, visuellement ça claque, c'est beau. En termes de scénario, c'est coécrit par Seth Rogen et plein d'autres gens. Alors faut que je regarde ma fiche parce que j'ai envie de tricher. Ivan Goldberg, donc les deux, eux, ils sont surtout connus parce qu'ils ont aussi écrit un autre film d'animation qui avait fait parler de lui, c'était Sausage Party. Évidemment, c'est peut-être un peu moins grossier et beauf que Sausage Party là pour ce film en question. Il y avait aussi des personnes qui ont bossé sur le film Détective Pikachu. Il y a beaucoup de blagues un peu de niche, un peu de cette démographie de gens qui ont beaucoup traîné sur Internet en 2010. Ça fait sens aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur tout ce qui va être Gravity Falls, tout ça sur ce film. Ça se ressent pas mal. Donc il y a ce côté très authentique. Les Tortues Ninja, ça a toujours été un peu une licence qui s'est toujours revendiquée, je dirais, un peu en mode ouais, on joue sur les codes, on est un peu trop jeunes, tout ça. Sans pour autant être trop gênant. Après, il y a quand même beaucoup de blagues. Je sais que ça a pas non plus parlé à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a grave fait marrer. C'est peut-être pas un humour qui est réservé pour la personne qui a peut-être pas trop été sur les réseaux sociaux il y a déjà moins de 10 ans, quoi. Bon, après,
On me dira, ouais, regarde ma vidéo, donc je pense que ça va le faire. Puis voilà, bon, il y a un gros cast en VO entre Jackie Chan, Ice Cube. Et puis après, la soundtrack vraiment du film, on est avec Trent Reznor et Atticus Ross, donc du groupe Nine Inch Nails, mais qui font aussi du coup leurs travaux aussi pour des films. Pour ce film, ça faisait très Nine Inch Nails justement en termes d'esthétique sonore. Il y avait beaucoup plus de parti pris et pas trop de nappes ambiantes ou quoi que ce soit que ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur un film comme The Sun Network. Là vraiment on était un peu plus dans les trucs un peu, c'était grassouillet, un peu, voilà, c'était pas du son propre quoi, c'était pas du son bien mixé, mais du coup ça participe encore une fois à ce côté Tortue Ninja, voilà, on parle des tortues qui vivent dans les égouts. Aussi du coup pour la soundtrack plus en mode playlist, en mode les morceaux qui apparaissent, Jeff Rowe avait en fait annoncé une grosse inspi liée à les jeux Tony Hawk Pro Skater, ce genre de BO qui va mélanger pas mal de musique. Il y a beaucoup de hip-hop East Coast, du Wu-Tang, du ODB. On va aussi avoir du Tribe, du De La Soul. Non, franchement, c'est cool. Et puis moi, ça me parle un peu, même si c'est un peu du hip-hop de boomer. Ça m'a fait grave plaisir. Comme quoi, on peut faire des films un peu genre ce qui se passe sur la côte Est, style un peu alternatif nouveau, sans faire des Linkin Park type beat. Donc ouais, j'ai passé un bon moment devant, je pense pas que ça va parler à tout le monde. Voilà, il y a une petite fraîcheur qui m'a bien surpris et franchement, de base, moi qui n'ai pas non plus trop grandi avec les Tortues Ninja, j'avoue que ça se regarde vraiment très facilement et je vous invite grandement à aller le voir du coup quand il va sortir au cinéma le 9 août prochain. J'ai aussi vu donc dans un autre style, plus allégé, plus calme, plus rigoureux, plus propre, La Concierge du Grand Magasin. Donc ça c'était un film de 1h10, c'était de la Japanime, c'est Production IG, donc Production IG on en a déjà parlé sur la chaîne récemment avec Fooly Cooly. Justement, moi, Production IG, aujourd'hui, je suis pas non plus très grand public de ce qu'ils font. Ils font beaucoup maintenant d'animes autour soit du sport, ou soit des suites de Ghost in the Shell, ou soit des suites de Fooly Cooly qui vont plus ou moins plaire. Et là, j'étais assez surpris. C'est un film qui est adapté du manga du même nom, donc voilà, La Concierge du Grand Magasin, qui nous raconte l'histoire d'une jeune petite fille qui un jour se découvre la passion de devenir concierge dans un grand magasin. Donc la conciergerie, vous savez, c'est le rôle d'être un peu l'assistant, la personne qui va trouver le produit qu'il faut quand on va acheter dans un grand centre commercial à la Galerie Lafayette ou Bon Marché à Paris. D'ailleurs, le Bon Marché est même cité dans le film, donc ça m'avait fait sourire parce que dès le début, je me suis fait la réflexion en termes de visuel, ça me faisait grave penser. Il y a même les escaliers et tout, comme au Bon Marché. Le film est simplet, mais suffisamment touchant parce que vraiment non seulement une protagoniste qui est très dans l'empathie, très dans le rendre ce qu'on lui a donné, c'est une histoire attachante. Ça se passe dans un monde avec des humains et des animaux anthropomorphiques, donc vous savez c'est des animaux qui se comportent comme des êtres humains quoi, et donc chacun va avoir son petit trait de caractère et d'ailleurs les chara design sont assez bien travaillés là-dessus. On va dire grossièrement que c'est une sorte de Zootopie mais qui se passe au bon marché quoi. Ça serait pas dénigrant parce que c'est un bon film. Et j'ai aussi vu Nimona, ce film qui était tant attendu. On a enfin vu le film et puis entre temps le film est sorti. Ce film qui est adapté du webcomic qui est devenu après donc un comics / bande dessinée de fameux comic de Andy Stevenson, donc qui avait très très bien marché et qui du coup se faisait attendre, film d'animation qui n'a failli pas voir le jour tout simplement parce que c'était un film qui était en projet et en cours chez Blue Sky Studio avant le rachat de Disney, puis pendant le rachat de Disney, puis à la fermeture du studio. Donc ce qui fait que quand Disney a décidé de fermer le studio, Nimona s'est retrouvé sans studio, étant un projet qui a été un peu capricieux à se lancer, parce que je crois qu'on parle d'un projet qui est en cours depuis le début ou presque l'apparition de la bande dessinée. C'est ce qu'on nous a partagé après à la session making of, je reviendrai après, mais c'était assez intéressant. Là voilà, Netflix a repris le projet avec Annapurna Pictures, le DNEG et Vertigo Entertainment qui ont aussi bossé là-dessus. Voilà, pendant 1h41 on peut regarder ce film qui se passe dans un univers cyber-médiéval et qui nous raconte du coup l'histoire de Nimona, donc ce personnage au destin un peu déchu, pas apprécié de tout le monde, etc., qui essaie de se réinventer, de se faire accepter dans une société qui n'est pas ouverte d'esprit. Bon, évidemment, avec tout le lore autour aussi de que ça soit le comics, etc., mais aussi les autres créations ou même les œuvres auxquelles Andy Stevenson a participé. On peut se douter évidemment d'un enjeu et d'une grande étiquette sur le film queer, donc vraiment des enjeux, parlement de l'identité, etc., des sous-entendus qui ne sont
sont peut-être pas volontaires ou involontaires, mais je pense que inconsciemment ça a été fait et ça se sent, c'est bienveillant. Néanmoins, il y a un peu de ça, il y a un peu ce truc du s'assumer, se réinventer et faire preuve de passer outre le passé. Ça se ressent bien. J'étais même assez surpris que les équipes des différents studios qui ont travaillé dessus ont réussi à reproduire un style qui ne faisait pas comme les autres productions de Blue Sky ou bien même les productions de Disney. Il y a ce côté un peu, un filtre un peu, pas pastel, mais un filtre un peu qui lisse un peu tout. Aujourd'hui, on a soit le mode film totalement stylisé, à fond dans le... je vais jouer sur l'animation qui est rough, qui est un peu sauvage, quoi, qui est un peu... j'ai pas les termes, mais... Et de l'autre côté, on a le truc très Disney core, du très lisse, très beau, etc. On voit bien les détails. Vous voyez les cheveux, là, on voit bien les cheveux, quand même, ils sont beaux, les cheveux. Pixar se trouve un peu aussi entre ces deux cases-là, ça dépend les films. Et bah là, justement, moi, j'étais assez surpris, parce que vraiment, en suivant screenshot, on peut se dire, ouais, non, ça va pas être si ouf que ça, et en fait, si, ça va, c'est très joli, c'est très beau. Il y a des beaux backgrounds, il y a des beaux props et des beaux objets. Ouais, ça se regarde bien, et puis après, en termes de musique, c'est très punk rock, ça matche bien avec les protagonistes. Enfin voilà, c'est déjà sorti du coup sur Netflix, ça a bien été noté sur Rotten Tomatoes, et c'est considérablement reconnu comme un des meilleurs films actuellement de l'année en termes d'animation. Évidemment, après, il y a d'autres films, il y a quand même plein d'autres trucs, mais ça a le mérite d'être dit, c'est cool. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que Netflix a à vraiment mettre en avant cette année, mais ça, on y reviendra après. J'ai aussi vu Mars Express, pour revenir sur de la production un peu plus française, enfin, en tout cas, c'est francophone, quoi. Donc, Jérémy Perrin, connu pour avoir adapté donc Last Man, du moins la saison 1, moi, c'est la seule saison que j'ai vue, qui avait un peu surpris tout le monde par rapport à son parti pris en termes de narration, en termes de dialogue. Il n'avait pas hésité à vraiment utiliser les codes de l'animation comme les dialogues qui vont peut-être un peu faire série B, voire un peu nanar. Pour ce film qui est Mars Express, qui du coup est un film de sci-fi où on fait la rencontre un peu d'une détective privée qui parle à la recherche de personnes connues qui serait en train de détourner un peu les différents systèmes informatiques pour pouvoir retourner la société, etc. On est dans une dystopie cyberpunk. Ça faisait partie un peu de toutes mes craintes par rapport à voilà, le côté un peu nanar, comme dans la semaine qui reviennent, le côté un peu cyberpunk en mode on vit dans une société, c'est la merde, etc. Et puis aussi, tout bêtement, une glorification, voire une glamourification des personnages féminins. Sur plusieurs points, du coup, le discours il se résume pas à on ne vit que dans une saucisse. Il y a quand même certains propos qui sont tenus et qui font l'avocat des deux côtés, que ce soit les corpos ou les individus. Les dialogues du coup ne font pas du tout série B ou quoi que ce soit, malgré que des fois il y a quand même beaucoup de trois punchlines qui sont balancés ou des petites références un peu rigolotes, mais certains moments un peu gratuits pour faire un peu tape à l'œil qui veut jouer sur le côté, c'est un peu pervers mais c'est forcé parce qu'aujourd'hui la société part en couille, donc du coup c'est normal qu'on sexualise un peu trop les femmes. Est-ce que ça pardonne un peu tout ou quoi que ce soit? Je sais pas, c'est très subjectif et honnêtement voilà, je l'ai remarqué. Après personnellement moi ça m'a pas dérangé parce que c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les œuvres cyberpunk, que ce soit des Ghost in the Shell, des Blade Runner ou même Cyberpunk, le jeu là, de CD Projekt là. C'est sûr que je pourrais comprendre que ça dérange certaines personnes. Néanmoins, il y a beaucoup de petits détails que j'ai vraiment aimé et je trouve que ça apporte vraiment du cachet à l'histoire, que ça soit en termes de visuel, chaque objet, chaque appareil, outil, même interface est super bien détaillé, c'est beau à voir, ça rend vraiment ça crédible quoi, c'est vraiment cool. Et aussi sur la partie plus sound design, il y a un réel travail d'immersion et plein de fois pendant le film je disais putain c'est une production française, et ouais je dis le gros mot parce que j'ai envie de le dire, c'est une production française et c'est juste bien taffé là-dessus. Ça veut aussi dire qu'on est capable de faire des trucs vraiment vraiment bien et j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes à vraiment s'attarder sur ces détails là parce que aujourd'hui ça, je trouve ça vraiment important, surtout dans l'œuvre en question où on parle vraiment du comment la société un peu évolue par rapport à la technologie, etc. Et en plus on est en plein dedans aujourd'hui avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout, bref, c'est voilà, est-ce qu'on peut dire carrément zénith du médium? En tout cas, c'était très brochocasque et j'ai passé un bon moment. C'est le mec qui passe tout le temps des bons moments devant les films, il est ouais, waouh et tout, trop bien. En même temps, j'ai pas trop voulu voir beaucoup de films parce qu'il y avait aussi beaucoup de séances événements. Évidemment, il y a plein de films que j'ai pas vus comme les films de la sélection, mais j'en ai quand même profité pour aussi voir les films qui n'étaient peut-être pas nominés, mais qui ne sortaient pas avant un certain bout de temps ou alors qui étaient déjà sortis depuis un très bon bout de temps au Japon. Parce que là tout à l'heure je parlais de la concierge du grand magasin, mais il y avait aussi The First Slam Dunk qui pour moi m'a un peu surpris. Alors évidemment moi de base j'ai pas du tout lu le manga ou regardé si ce n'est même 2-3 épisodes de l'anime, même pas. C'est vraiment une découverte de A à Z. Je m'attendais à avoir bien sûr du basket et tout, mais je m'attendais pas à avoir autant d'attention auprès de ce sport. Mais vraiment je parle d'une attention authentique, sincère, réelle. Après bon voilà, je suis un peu renseigné, j'ai compris un peu pourquoi et du comment c'est comme ça. Le film est réalisé par le mangaka original
de Slam Dunk, qui est donc Takehiko Inoue-san, comme ils aiment bien le dire. Coprod du coup de la Toei et du studio Dandelion Animation Studio, qui mélange donc 2D, 3D. Il y a beaucoup de moments très dramatiques qui vont être en 2D et d'autres du coup qui vont plus s'asseoir sur la simplicité de la 3D. Encore une fois, je dis simplicité mais non, parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont bluffé dans ce film, tout ce qui est au niveau du réalisme sur les mouvements et etc. Le film, c'est un film qui parle de basket pendant 2 heures et quelques. On est sur un film où on a l'équipe de Shohoku qui va affronter Sano en demi-finale. Tous les joueurs se retrouvent aussi confrontés à chacun de leurs problèmes. C'est-à-dire que chacun de leurs problèmes personnels, dans leur tête, vont affecter leur performance sur le terrain. Ces problèmes étant des erreurs du passé qui ont laissé des séquelles, c'est donc un enchaînement de flashbacks et d'extraits du match face à Sano, créant un momentum d'enfer pendant tout le match. Vous voyez pourquoi je voulais lire les notes. C'est assez ouf. Mon coloc qui m'a fait la précision que le focus pendant le film, il est porté sur Ryota, bien que dans le manga, c'est plus Sakuragi qui est mis en avant. Mais néanmoins, voilà, on voit les différents personnages qui évoluent pendant la partie sur le court, tout en partageant un seul et même but, remporter le match. Parce que s'il remporte le match, il passe en finale, donc c'est gros. Oui, bon, pour résumer, en gros, c'est un peu The Last Dance, mais en anime. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où la vie personnage du personnage, le moment sur le court, et ainsi de suite, et back and forth and back and forth. C'est pour ça que je me disais, l'enjeu de la 3D 2D, ça me dérange pas vraiment, parce que ça peut se comprendre pour, on va dire, garder les moments vraiment importants pour l'intrigue, dans un contexte peut-être utiliser une technologie plus qu'une autre, ou du moins une manière d'animer qu'une autre. La 3D, elle m'a pas tant dérangé que ça, d'où le souci de détail sur le réalisme, prêté du coup au mouvement des joueurs, en termes de posture et des déplacements. Tout bêtement aussi, ils ont respecté un truc aussi qui est dans le manga, parce que j'avais quand même regardé 2-3 trucs pour comparer, pour me faire une petite idée quand même. Les joueurs, ils portent des marques. C'est tout bête, mais je trouve que ça ajoute aussi beaucoup de réalisme. Je sais, je suis un peu bizarre, mais ça ajoute beaucoup plus en fait de réalisme et de crédibilité en fait à l'histoire, parce que on a vraiment l'impression du coup de suivre une histoire qui pourrait être réelle. Il n'y a pas que l'histoire des marques, évidemment, il y a les mouvements, il y a le fait d'avoir les backstories de chacun, donc le film est vraiment bien écrit, il est bien amené. Du coup, il sort le 26 juillet, ce qui est demain pour moi, parce que là, je suis en train de tourner la vidéo la veille. Il y a beaucoup de moments qui m'ont mis la chair de poule, pareil. Il y a un moment qui utilise super bien la bande sonore, je vais pas le dire, mais je pense que vous voyez duquel je parle. Le mot momentum n'a jamais autant été aussi précis pour ce cas d'usage bien particulier. Je recommande vivement, allez-y, allez le voir, même si du coup vous n'avez pas vraiment lu le manga ou vu l'anime. Moi j'ai pas vu tout ça, et apparemment, vu que ça se repose sur la fin du manga, peut-être que j'avais pas tous les essors de tous les personnages, mais en fait j'ai vraiment kiffé, donc ça m'a pas posé problème. Après peut-être que des gens pour me corriger, me dire ouais mais alors non, parce que du coup t'aurais mieux, je sais pas. Bon, du coup il y avait plein de longs métrages à voir, mais il y avait aussi le court métrage de Sony Pictures Animation à travers leur programme Lens, qui est le court métrage sur l'univers de Spider-Verse. Beaucoup de gens l'attendaient, parce qu'évidemment avec le deuxième opus qui est sorti, beaucoup de gens sont maintenant à fond sur le Spider-Verse d'après Sony Pictures Animation. Du coup The Spider Within, qui est un film qui fait part de ce programme. Donc le Lens, c'est un programme qui permet à plein de nouvelles têtes et jeunes artistes qui arrivent dans cette grande industrie de l'animation, qui, on va dire, avoir un rôle assez important pour vraiment comprendre les responsabilités du rôle. Donc on peut parler vraiment d'une sorte d'expérience sur une durée plus limitée, parce qu'on est sur un court-métrage. Sony a lancé ça, donc ils avaient annoncé ça, je crois, il y a quelques années. Au lieu de devoir recréer tout un univers, etc., Sony donne tout ce qui va être les assets, les fichiers, les ressources pour raconter une histoire dans un univers qui est déjà concret. Et là, donc, dans le contexte de Spider-Verse, c'est cool, mais aussi ça peut être aussi un problème, parce qu'on peut avoir les yeux plus gros que le ventre et se dire en fait je peux faire des trucs de dingue, et c'est cool. C'est ce qui a été abordé pendant la séance. Donc le réalisateur Jarel Dampierre a préféré justement aller à contre-pied de ce truc là, c'est-à-dire que le court-métrage est un huis clos, qu'il ne concerne pas d'autres personnages que Miles et son père. On se retrouve dans un court-métrage qui va jouer sur les codes du thriller, voire de l'horreur, parce que The Spider Within va parler de l'anxiété, de santé mentale, et c'est un sujet qui a été amené sur la table par le réalisateur suite à ce monde post-Covid, et aussi sa propre expérience en termes de père, parce qu'il est jeune papa. Il nous expliquait qu'en fait, lui, il tenait vraiment à raconter une histoire qui peut donner envie aux autres de parler un peu plus de santé mentale dans les films, et pas juste dire
je crois que je fais une crise de panique là, ça va pas. Non, aller un peu plus loin que ça et l'illustrer, le mettre en scène. Est-ce que moi j'aurais attendu 6 heures pour aller le voir? Je sais pas, mais je trouve que l'exercice a bien été respecté parce que derrière on a beaucoup de prises de risque en termes de découpage, de plans, qui comme j'ai dit juste avant, genre le fait d'avoir le grand univers de Marvel, tout ça, Spider-Verse, et en faire juste un truc vraiment huis clos. J'ai trouvé ça rigolo et osé, et c'est cool. Donc non, c'était bien. On sait pas si ça va sortir un jour sur les plateformes de streaming, sur un Blu-ray ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait pas que ce soit mis en dispo sur le Blu-ray de Across the Spider-Verse parce que ça ferait juste sens. Et puis l'initiative, elle est cool, surtout pour le CV de ces gens-là, parce que derrière, ça leur offre plus de portes qui peuvent s'ouvrir, quoi. C'était français ce que j'ai dit là? Donc à côté, après, il y avait aussi tout ce qui était conférences. Il y avait les work in progress, les sessions making of. Netflix, c'était pas aussi ouf que l'année passée, en même temps avec tout ce qui s'est passé le mois de mai 2022 où ils ont viré plein de gens, ils ont mis plein de projets à l'arrêt. Ça allait se ressentir. Donc l'année passée, on l'a pas senti puisqu'il y avait plein de projets qui étaient déjà finis. Et donc la scène, à la fin, on avait eu cette belle photo avec plein d'artistes qui étaient présents. Là, il y avait pas. Enfin, du moins, il y avait, mais... On a vu des images du coup de Chicken Run 2, parce que oui, il y a une suite à Chicken Run, film pas mal audacieux à l'époque, donc à voir comment ça va être en 2023, c'est censé sortir pour, je crois, Noël, si je dis pas de bêtises. J'avoue, j'irai regarder quand même, parce que c'est quand même cool, Studio Hardman fait quand même des belles choses. On a enchaîné, il y avait aussi eu la conférence Warner, donc Warner en plus aujourd'hui, tout ce qui s'est passé pareil l'année passée, c'était n'importe quoi, je me disais, peut-être qu'à Annecy, ils ont peut-être le truc, des choses à parler, des choses à évoquer. Bref, mis à part annoncer que finalement le film Gumball va devenir une nouvelle saison, que ceci va avoir un reboot, ceci va avoir un remake, ceci va avoir un spin-off, ceci va avoir ceci, cela. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait peut-être une nouvelle série originale Cartoon Network annoncée qui est Invisible Fight Girl, ou du moins pas annoncée, mais remis sur le devant de la scène, mais en dehors de ça, il n'y avait rien, quoi. Avec leurs histoires de Max et tout, et d'évidemment, en plus, il y a certaines exclus qui sont tombées entre-temps aussi par rapport à des annonces qu'ils ont fait à l'Anime Expo, et puis là, il y a le Adult Swim Festival actuellement. Parenthèse, ça n'a rien à voir avec Annecy, mais ils ont quand même annoncé, enfin du coup, montrer les images de la suite de Fooly Cooly. Je m'étais un peu limité dans ma vidéo sur Fooly Cooly pour pas être autant descendant par rapport à tout ça, mais là ils font vraiment de la merde là. Non, c'est chaud, et écoutez, c'est la Warner maintenant, il y a que DC qui peut les sauver entre guillemets. Et encore, moi je suis pas très DC, donc j'ai très très peur. Donc ouais, c'était pas dingue quoi, c'était pas... Il y avait aussi la conférence du nouveau projet Studio de la Cachette. La conférence tournait autour de leur nouveau projet qui est le Collège Noir. Donc le Collège Noir, c'est une coproduction entre la plateforme de streaming ADN, la Toei, oui, Toei Animation, et directement le studio La Cachette. La Cachette, ils ont un peu honné aussi ce côté production franco-japonaise, vraiment très très content de collaborer avec eux, même si finalement la Toei n'est pas vraiment impliquée directement dans le processus de production en tant que tel, c'est plus la production exécutive. Si je me trompe pas, ils avaient annoncé à peu près des épisodes de 6 minutes, je sais plus si c'était une dizaine ou une douzaine, c'est censé sortir pour l'automne. Ça explique aussi pourquoi le streaming est mieux pour ce format-là bien particulier, s'adapter de la bande dessinée du même nom. Et donc pour pitcher un peu le Collège Noir, donc c'est une bande de potes, des gamins qui partent en colonie de vacances et qui du jour au lendemain découvrent que un de leurs amis a disparu et ils partent à la recherche. Donc il y a ce truc un peu partir à l'aventure dans un univers un peu folklorique, dans je sais plus c'est dans quel coin de la France où c'est inspiré, mais c'est très il y a tout un lore bien en particulier. Dans l'esprit aussi on sent donc la grosse inspi Shin-chan, que on est vraiment sur du Shin-chan à la française. C'est très inspiré japanime. Ça joue aussi beaucoup sur les codes de la nostalgie, de l'enfance. Il y a beaucoup de références aux années 2000, comment ils ont vécu ça, etc. Il y a même certaines références qui sont peut-être un peu maladroites. La conférence qui était curieuse, c'est qu'elle était présentée en anglais, alors que tout le monde dans la pièce, peut-être il y a une dizaine ou une vingtaine de personnes qui parlaient que anglais, mais sinon le reste, tout le monde parlait français. Il y avait beaucoup d'étudiants d'écoles d'animation française ou francophones. Il y avait beaucoup de presse francophone, mais il y avait très peu d'anglais. Et je sais pas pourquoi ils ont pas fait la conférence en français, ou au moins juste fait en français et avoir une oreillette pour traduire comme il y a eu dans d'autres conférences. Ça a pas vraiment joué dans leur sens parce que en plus de ça, il y a eu beaucoup de moments où il y a eu des choses qui ont été dites qui avaient pas vraiment de sens, qui étaient pas à 100% factuelles. Bêtement, à un moment, il y a eu un des showrunners ou quelqu'un qui représentait l'équipe de La Cachette. C'est la première fois que c'est une série qui est vraiment pensée pour les ados. Donc moi j'ai fait ok, d'accord et tout. Les showrunners en plus, à un moment, il y avait le modérateur de la session qui lui dit ouais, mais ça me fait un peu penser à Gravity Falls ton truc. Et il dit non, je vois pas ce que c'est. Et je me suis dit oula, ok,
non mais alors là on est sur une autre planète quoi. Et puis bon, il y a eu aussi certaines choses du type on est content de travailler avec le Japon parce que du coup le Japon va peut-être un peu moins nous censurer, va peut-être moins nous mettre des barrières par rapport à certaines choses qu'on peut faire. Comme je l'ai dit, il y a certaines répliques un peu maladroites dans l'extrait qu'on nous a montré pendant la séance qui me laissent dire que c'est cool quand même qu'il y ait peut-être un peu moins de censure, mais qu'il y a peut-être certaines choses qui peuvent être évitées d'être dites. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, si c'est entre de bonnes mains, ça reste prometteur. Ça sort du coup pour l'automne sur ADN, genre un épisode genre tous les mercredis ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Je reste quand même curieux, je vais quand même regarder, je vais pas me cacher. C'est vrai que la conférence a un peu, sur le moment, un peu brisé le moral, mais enfin briser le moral c'est un grand mot, mais voilà, c'est quand même un peu bizarre de se dire que des gens de ce genre de studio ne sont pas trop conscients de ce qui se passe outre-Atlantique alors qu'ils ont bossé là-dessus. Oui, parce qu'en plus la cachette, ce qui est rigolo, c'est que non seulement ils faisaient l'intro de tous les films qui étaient projetés à Annecy, en fait l'intro officielle du festival cette année c'était la cachette. C'est pas la première fois qu'ils venaient parce qu'ils sont venus aussi pour présenter les deux projets réalisés avec Genndy Tartakovsky. Il y avait Primal et Unicorns Warrior Eternal. Assez surprenant. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de Genndy, parce que du coup, on a eu aussi l'exclusivité mondiale, World Premiere, de voir lors d'une session Work in Progress, le nouveau projet, le long métrage Years in the Making, qui est en préparation depuis des années déjà, de Genndy Tartakovsky, qui s'appelle Fixed. Donc c'est une coproduction entre New Line Pictures et Sony Pictures Animation. New Line, pour la petite anecdote, ça appartient à la Warner, sachant que Genndy l'année dernière, ils avaient annoncé qu'aussi ils prenaient un peu plus de rôle à la Warner, donc c'est assez rigolo finalement qu'il arrive à faire une sorte de connexion un peu entre deux, sans pour autant directement mettre le gros nom Warner dessus. Pourquoi cette connexion ? Parce qu'en fait aujourd'hui il veut proposer un film entièrement en 2D pour les adultes. Pour les adultes dans le sens avec un feeling très animation sur papier, à la Tex Avery, presque un peu Read the Cat, mais peut-être pas non plus autant explicite. Parce qu'en fait le film il est grotesque. Ça parle littéralement de l'histoire d'un chien qui va se faire émasculer. La castration, ça existe. Il doit profiter de ses derniers instants avant le jour fatidique, ce jour tragique. Même quand lui, il pitchait le film, il était en train de rire nerveusement, mais dans le bon sens du terme. Et tout le monde rigolait aussi pendant la séance. Et du coup, va profiter de sa vie comme un fou, avant de se faire émasculé. Et rien que le pitch, moi j'étais là, je me disais waouh, c'est fort en fait, parce que ça fait des années qu'ils préparent ça, qu'il y a eu des studios qui l'avaient recal, que Sony a toujours été là en mode pourquoi pas, mais il faut trouver le bon moment et le bon truc. Suite au Covid, il s'est rendu compte que avec le travail à la maison, etc., il pouvait plus facilement collaborer avec plein de personnes. Il avait pas mal de contacts aussi de gens, de personnes qui ont de la notoriété dans l'animation. Des gens par exemple qui ont bossé sur des gros films Disney, et certains vieux DreamWorks et tout, donc je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont bossé comme sur Roger Rabbit aussi, donc c'est vraiment, ça va chercher une certaine niche de personnes pour vraiment avoir un rendu fidèle à ce côté 2D très sincère. Il y a tenu parce qu'il voulait vraiment pas que le film finisse par être un film en 3D, ça n'a pas le même charme, ça se vendrait pas pareil. Sur le spectre des films pour adultes, c'est vraiment, c'est fait the cat, un peu en mode aseptisé, allégé, genre on n'est pas non plus sur un truc genre trash à la Family Guy ou un truc gratuit à la Rick et Morty ou même un truc un peu trop fin, genre trop simplé à la Simpson. On est sur un entre-deux. On pourrait dire qu'on est un peu sur un Big Mouth, mais à la différence où pour le coup c'est pas moche, c'est pas mal écrit. Il y a surtout beaucoup de gros talents sur la prod, donc puis en plus on a eu la révélation de certaines personnes du cast. J'ai plus tous les noms en tête, mais je sais que le sidekick du personnage principal est joué par Idris Elba. Ça va être bien marrant d'entendre Idris Elba qui se dit que il a mal aux couilles donc ça va être un bon film. On n'a pas de date, j'ai hâte, et puis je me demande comment ça va être distribué en France. J'espère que ça va être en salle, j'espère vraiment. Après en France on est peut-être un peu moins fermé d'esprit maintenant, mais bon. J'ai aussi vu du coup le making of sur Nimona, donc pour revenir dessus, pour faire ça très brièvement. Donc ce panel autour de la fabrication du film. Tout le monde connaît l'histoire du pourquoi, ça s'est passé, et on a eu une sorte de petit feuilleton pour comprendre les réels enjeux et comment c'était behind the scene. Mais on a aussi un peu pu apprendre certaines infos sur comment c'était avant que tous ces péripéties arrivent, comment aussi Nimona a pris de base et a réellement évolué pour devenir un comics, comment Blue Sky a proposé à Andy de faire film, et aussi tous les enjeux mais pendant la production, c'est-à-dire comment adapter l'univers assez complet et riche de l'œuvre dans un film d'1h41 sans s'y perdre. Il y avait aussi derrière comment s'assurer que Nimona, après son passage à la 3D, garde son apparence un peu androgyne. Tout bêtement, même le débat maintenant les yeux sont beaucoup plus expressifs, comment du coup on fait pour ça ne se joue pas trop, etc. C'est bête,
mais c'est des trucs qui vraiment ont affecté grandement on va dire le développement du film. Puis évidemment, voilà, on a eu le détail sur quand c'est parti en cacahuète, comment Netflix s'est prononcé pour dire bah voilà, on reprend le film. On a eu aussi le droit à pas mal de provocations, de fait que Disney s'est quand même fait pas mal rincer à maintes reprises pendant tout le panel, s'ajoutant en plus déjà aux réflexions les deux réals ont fait la veille quand il y a eu la projection du film. Même dans le film, il y a ce côté très condescendant envers Disney, vu bah voilà, vous voyez ce beau conte, bah en fait, on va le déformer, on va jouer là-dessus, etc. Un peu comme avait fait DreamWorks avec Shrek. Là, il y a en même temps cette couche un peu, voilà, ce côté, voilà, la couche queer fait que ça apporte cet autre aspect, cet autre point de vue de l'histoire, aussi cette autre analyse un peu. Enfin voilà, en tout cas, le public a été encore une fois très reconnaissant envers les différentes personnes qui ont participé au film et n'attendait juste qu'il y ait un artbook qui se fasse. Et d'ailleurs, la dernière vraie question qu'il y a eu à la fin de cette session making-of. Bon, Annecy, c'est aussi le temps de profiter des lieux, hein, voilà, et de faire quelques rencontres. Donc j'en ai aussi profité pour aller au MIFA, faire quelques coucous. J'ai aussi découvert la revue Bling Blank, une super revue d'animation. Je parle d'animation en général, que ce soit long métrage, court métrage, la musique, la pub, etc. Il y a un réel effort sur la mise en page de la revue. Et donc il y a un numéro printemps-été et un numéro automne-hiver. Et puis après, je suis parti voir l'équipe de Calipeg et le grand Manitou qui est Benjamin Serbet, que non seulement du coup il développe l'application Calipeg sur iPadOS, permet de faire de l'animation directement sur iPad de A à Z, c'est assez bluffant. Il a une superbe chaîne YouTube aussi, il se permet de mettre en avant des personnes qui travaillent directement dans l'industrie de l'animation, qui vont direct après expliquer un peu leur rôle, etc. Et aussi il partage des tips, des tutos, comment faire ceci en animation, etc. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment vraiment sympa. J'étais assez surpris d'ailleurs que aussi il regarde mes vidéos, donc si tu regardes et tu passes par là, je fais un petit shout-out, ça me fait plaisir et c'était cool. J'ai bien aimé en tout cas partager avec toi. Bon, la fin du festival s'approche de plus en plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on profite aussi un peu de la ville. On va se promener dans le vieux Annecy parce qu'il y a pas mal de belles choses. Et quand même, c'est un délire quoi. J'ai fait 2-3 achats dans le vieux Annecy. Ok. Puis voilà, je voulais profiter pour faire des photos pour le kiff d'en faire, pour un peu reprendre la main dessus, puis aussi pour vous les montrer, parce qu'en fait c'est joli Annecy quand même, c'est une belle ville. Il y a vraiment ce cadre qui est bien particulier qu'on ne trouvera jamais ailleurs pour un autre festival de ce type-là. Après cet après-midi de touriste, je suis allé au barbecue Disney, parce que oui, Disney organise un barbecue chaque année à Annecy. L'occasion du coup de partager avec d'autres enthousiastes de l'animation autour d'un bon repas au grill. Bon, évidemment, il y avait un certain type de boisson qui est à consommer avec modération. C'était l'occasion de faire de jolies photos dans un contexte bien particulier, bien joli, au bord du lac, avec une sorte de fausse plage un peu aménagée. Les affaires sont les affaires. Et puis, cérémonie de clôture. Je suis pas allé parce que j'avais vraiment envie de poser ma tête et de souffler. Finalement, j'ai pu préparer ce beau générique pour ce nouveau format qui est Toonflex. Vous l'avez sûrement vu quand même. Voilà, je vous le remets. Yeah. Pour conclure, le Festival international du film d'animation à Annecy, je le recommande grandement pour tous les amateurs d'animation. On a vraiment une chance qu'on ait ce festival-là en France. Quand les petits studios, mais aussi les grands studios se prêtent au jeu, il y a de quoi être fier d'apprécier l'animation en tant que telle, un médium, et partager cet enthousiasme avec la communauté. On peut assister à des avant-premières, des projets en développement, et des sessions making-of qui permettent de mieux comprendre le processus créatif. Et ça, c'est unique. Le festival a annoncé plus de 20% supplémentaires de participation par rapport à l'année dernière. Ça s'est ressenti. Pour le meilleur comme pour le pire. Bon, malgré quelques couacs dans la gestion des séances et des réservations, il faut se dire que quand même la diversité de la démographie qui était présente sur place est bien rassurante pour l'avenir du médium. Bon, j'avoue qu'à un moment donné, avec la fatigue qui s'accumulait et le fait que j'étais l'un des rares créateurs de contenu, j'ai ressenti le moment de ne pas être à ma place. J'osais pas vraiment sortir ma caméra, quoi. Peut-être c'est dû au grand nombre de journalistes un peu élitiste présent, ou peut-être les regards un peu indirects qui, ça facilite pas les choses, ou peut-être que c'est un peu des deux aussi. En tout cas, si c'était possible pour moi d'améliorer, on va dire, mon festival et de faire mieux l'année prochaine, déjà je prendrais moins de matos. Parce que cette année, j'ai pris vraiment trop de matos et ça n'avait pas d'intérêt. Je me fie aussi à un planning beaucoup plus strict et rigoureux. C'est déjà mieux que l'année passée. Et évidemment, le rêve, ça serait que l'année prochaine, j'y ai pas tout seul. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir une sorte de petite agence touristique un peu sur place, quelqu'un qui peut prendre la caméra, etc. Ce qui est pas vraiment évident quand on est tout seul, quoi. Mais je retiens quand même des superbes souvenirs, des moments et même des anecdotes à partager. On se dit à la prochaine, Annecy. Et puis pour nous, on se dit à très vite. Je sais que j'ai un peu aussi pris des vacances entre temps, mais c'est beaucoup pour faire des vidéos, ça, c'est voilà quoi.